Amis internautes, bonjour. Notre émission a pour titre aujourd'hui « Témoin du Goulag ». Le témoin, mais aussi la victime du Goulag que nous recevons aujourd'hui est Jacques Rossi, qui a survécu à 19 ans de Goulag et qui a voulu témoigner à travers 2 livres, le manuel du Goulag qui a été publié en 1997 chez Le Cherche-Midi éditeur, et Quelle était belle cette utopie, donc le livre qui vient de sortir en l'an 2000. Jacques Rossi, alors merci d'être avec nous parce qu'à plus de 90 ans, vous tenez toujours à témoigner sur le Goulag. Et Claude Pentier, comme moi, vous savez que nous avons beaucoup apprécié votre livre qui nous a impressionnés et qui, je pense, est utile à l'histoire. Alors, avant de parler longuement de votre livre, je souhaiterais poser une question à Claude Pentier et lui demander, alors Claude Pentier, le Goulag, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a représenté? Et est-ce qu'on a des chiffres? D'abord, le Goulag, c'est l'administration centrale des camps. C'est le vrai nom. Et là, je me tourne tout de suite vers Jacques Rossi. Главное управление лагерей. Voilà. Et les archives d'ailleurs du Goulag sont maintenant disponibles. Donc des historiens travaillent. L'historien américain Getty a travaillé sur les archives, Ritter Sporn, Zemkov a travaillé sur ces archives, en France Nicolas Werth. Et donc maintenant on a des données statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise l'ensemble. Il faut toujours faire attention que les chiffres, ce sont toujours des productions d'administration qui sont assez complexes. Enfin, pour avoir un petit peu un ordre d'idée, le vrai Goulag dans la forme pérenne se forme en juillet 1934, au moment où on réorganise le GPU dans l'Union soviétique, au moment où le GPU devient le NKVD, et on attribue à l'administration centrale des camps 850 petites colonies pénitentiaires dispersées sur le pays qui vont former ce Goulag qui ont été appelés l'archipel du Goulag, parce que c'est une série de petits îlots. Quand on voit la carte de l'Union soviétique, on en trouve finalement assez proche de Moscou, au sud, au nord, dispersés dans différents lieux. Et Jacques Rossi nous dira que, par exemple, lui, il a la connaissance précise, personnelle, de trois de ces lieux, à côté du lac Baïkal, la région de Norilsk. Mais est-ce qu'on peut donner des chiffres? Peut-être. Jacques Rossi nous dit qu'on n'a pas de chiffres exacts. On n'arrive pas à savoir combien il y a exactement de personnes. Ouais. Mais en gros, que c'est à peu près combien? C'est ce compte par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers? Par centaines de milliers. En janvier 1935, il y a un peu moins d'1 million de personnes recensées par l'administration. Mais dès 1937, le chiffre se grossit de 700 000 avec les grandes purges de 1937. Là-dedans, en gros, 1/3 de politique, 2/3 de non-politique. Et en 1940, c'est 1 670 000 recensés par cette administration. Hein. Mais bien sûr, pendant la guerre, il y a une partie de gens qui sont libérés pour aller combattre, d'autres qui reviennent au contraire, parce que la pire période sera la période stalinienne de l'après-guerre. En 1948, on a 2 300 000 personnes sous cette administration du Goulag. Mais là, il faut qu'on se retourne absolument vers Jacques Rossi, parce que dans son manuel du Goulag, il a essayé justement chaque fois de bien repérer à la fois comment vivait, retransmettre son expérience, mais aussi de suivre les droits, l'absence de droits. Il a une connaissance administrative précise. Pour vous, c'est quoi le Goulag ? Tout d'abord, je ne suis pas victime du Goulag. Très bien. Pourquoi? Parce que j'étais communiste au départ. Je me suis retrouvé au Goulag parce que j'étais communiste, et quand c'était la grande purge, on m'a rappelé d'une mission à l'étranger en Espagne, pour me boucler. Je ne peux pas me considérer comme victime parce que je faisais de mon mieux pour amener tout le monde, détruire le capitalisme dans le monde tout entier, pas seulement en France, mais dans le monde tout entier. Et seulement grâce à mon séjour au Goulag, je me suis rendu compte quel était ce projet soviétique. Parce que le Goulag, il faut le dire tout à fait au départ, c'est pas une
une perversion du système marxiste-léniniste. C'est le système marxiste-léniniste. Il ne peut pas prendre une autre forme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas réalisable. Maintenant, je veux répondre à vos questions. Alors, vous savez, quand j'ai commencé ma carrière de goulagien en 1937, j'avais 27 ou 28 ans, j'étais donc communiste convaincu, je croyais, j'étais tout à fait sûr. Vous étiez même un cominternien, c'est-à-dire que vous étiez j'étais au service de liaison secrète. Un agent de liaison secret du Je Comintern. vous arrête un peu, n'est-ce pas? Vous avez parlé beaucoup, hein? C'est moi qui dois parler maintenant. Alors, j'étais au service secret de liaison internationale, ça s'appelle en russe, et en cette qualité, j'étais vraiment dur à cuire. J'étais convaincu que la révolution mondiale, c'était dans quelques années au plus tard. Et quand on m'a arrêté, bien sûr, j'étais convaincu qu'il y avait les camarades de Lénine, Barikov, Zinoviev, Boukharine, etc. Ils venaient d'être arrêtés, alors ils avaient au moins des embêtements, déjà. Alors je me suis dit, ben, c'est une erreur quand il y a des communistes aussi importants, des amis à Lénine, hein, qui se font arrêter, alors c'est possible que, naturellement, il y a des erreurs. Je le croyais. Au départ, j'étais convaincu que ça ne pouvait pas durer. Mais cette erreur a duré plus de 20 ans. Pour les chiffres, vous savez, c'était très sophistiqué. Vraiment, on n'a pu jamais savoir exactement. N'oubliez pas que le secret en Union soviétique, c'est pas comme partout ailleurs. Tous les secrets, il y a, vous savez, des ministres qui volent un peu, n'est-ce pas? Beaucoup parfois, ici en France ou ailleurs, ça se sait. N'est-ce pas? Un Suharto en Indonésie qui avait le monopole total, n'est-ce pas? Il pouvait voler pendant presque 40 ans, mais finalement ça s'est su. Les secrets soviétiques, c'est vraiment pas facile à pénétrer. Je vous donne un exemple, excusez-moi de ne pas répondre directement à votre question. En 55 ou 56, je me trouvais dans la prison de transit de Oural, enfin, dans l'Oural. Dans l'Oural, ben, ça n'a pas d'importance. Enfin, la ville, Yekaterinbourg, à l'époque soviétique, c'était autre chose. Maintenant, c'est Yekaterinbourg. Alors, dans cette prison de transit, en 55 ou 56, je rencontre un autre prisonnier qui vient d'une prison top secrète, qui, lui, ne savait pas qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale. C'est moi qui le dis. Alors, vous comprenez, en 56, on peut se trouver dans une prison tellement secrète qu'on n'arrive pas à savoir qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous savez, avec les chiffres, c'est pareil. Vous savez, moi, j'étais transporté assez souvent par des... Vous savez, l'Union soviétique, c'est énorme, ça fait à peu près 12 000 kilomètres. Je fais un parcours pour aller de Moscou, on m'a fait faire le parcours de Moscou à Krasnoïarsk, ensuite dans des péniches vers le nord, encore 2000 kilomètres. Ensuite, j'étais une fois envoyé en Irkoutsk, et partout, je faisais on me faisait descendre dans des prisons de transit. Ce qui faisait que j'avais l'occasion de rencontrer des prisonniers qui venaient d'autres bouts de l'Union soviétique. Et vous savez, avec tout ce qu'ils me racontaient, j'avais dans ma tête des millions. Et maintenant, vous savez, les chiffres présentés par les archives soviétiques, vous savez, je connais trop bien ce que c'est que la triche. En russe soviétique, c'est un mot que nous avons formé au Goulag, la toufta. Il n'y a pas de Russes qui ne connaissent pas le mot toufta, et vous ne trouverez pas un dictionnaire soviétique où vous le trouverez, ce mot. Pourquoi? Parce que c'est vraiment top, désagréable. Alors, avec la toufta que je connais tellement bien, je n'arrive pas à croire qu'on puisse croire aux statistiques soviétiques, même que ça soit, vous savez, les statistiques de la police secrète. Laissons les statistiques et parlons de la vie. De la vie au Goulag. Vous avez voulu la retransmettre de deux façons, par le manuel du Goulag, et là par une série de récits, de fragments de cette vie du Goulag. Peut-être commençons en deux mots par le manuel.
Que vouliez-vous faire en publiant un manuel du goulag, d'abord en langue polonaise, en l'écrivant en russe, mais vous l'avez écrit quand vous étiez en Pologne? Non, je l'ai écrit seulement quand j'étais sorti de Pologne. Ah, d'accord. La Pologne, à l'époque, était communiste, mais c'était un régime vraiment très différent de l'Union soviétique. Mais je commençais à faire mes fiches, et quand ces fiches étaient déjà trop transparentes, quand on pouvait comprendre, j'ai réussi à les faire passer à l'Ouest. Ça, c'est dans d'autres. Bon, le manuel du Goulag, c'est à peu près 3000 entries, entrées alphabétiques, A jusqu'à Z, jusqu'à Ya, parce que la dernière lettre c'est en russe, et c'est donc en russe. Qu'est-ce que c'est? C'est pratiquement une encyclopédie. À travers ces 3000 articles, vous avez la photographie de la vie goulagienne. Et pourquoi je l'avais fait? Parce que c'était l'acte de fin, c'était le problème de ma conscience. Avant mon arrestation, je faisais tout mon possible pour instaurer le régime communiste stalinien, parce que Staline était, dans ma conviction, c'était le meilleur communiste du monde. Et comme je me suis rendu grâce aux conversations, aux interviews que je fais parmi mes camarades goulagiens pendant les 24 ans que j'étais là-bas, je me suis rendu compte définitivement que le système est terrible et plus cruel que tous les autres. Donc, j'avais le besoin, c'est ma conscience qui voulait, que je présente un document. Parce qu'auparavant, le même type que vous voyez ici, qui vous parle, je faisais tout mon possible pour amener tout le monde vers la révolution mondiale. Maintenant que je l'ai compris que c'était vraiment une chose terrible, ben, j'avais besoin de présenter un avertissement, que la voie du marxisme-léninisme, c'est une voie qui conduit infailliblement vers une catastrophe économique, sociale, écologique, culturelle et tout le reste. C'était mon besoin, voilà pourquoi je l'avais fait. À propos, entre parenthèses, la langue qui ne marche plus, quand je me suis présenté, quand je suis allé voir vers 1985, des éditeurs français, je leur ai montré mon texte, ben ils ont dit c'est très intéressant, mais il y avait les uns qui disaient ça ne se vendra pas, donc je ne l'accepte pas, et les autres qui me disaient carrément pourvu que la droite ne le récupère pas, cet ouvrage. À propos, en passant, je tiens à ajouter que vous savez, chaque fois quand vous êtes dans la situation pourvu que, ben, il faut dire la vérité. Oui. Parce que vous savez, tricher, faire de la toufta, c'est vraiment criminel. Revenons-en au livre « Quelle était belle cette utopie ». Alors là, quel est le deuxième, c'est votre deuxième projet éditorial, quelle est votre ambition avec ça? Alors ça, c'est vraiment, si vous savez, je réponds à ce que j'avais dans mon cœur. L'utopie à laquelle je croyais, elle était vraiment tellement belle. N'oubliez pas, depuis de millénaires, hommes cherchent à s'arranger, à organiser une société relativement pas méchante, n'est-ce pas, relativement pas cruelle. Ben, il fait ses efforts depuis toujours. Quand on est jeune, n'oubliez pas, je suis né en 09, en 1918, la paix, n'est-ce pas, l'armistice tout d'abord. J'avais 8 ans, 9 ans, mais je ne savais pas tellement bien que c'était la guerre, mais je retenu jusqu'aujourd'hui, vous savez, plus jamais ça, plus jamais ça. Et vous savez, c'était tout à fait normal, tout à fait. Ensuite, je me suis retrouvé en Pologne, où les contrastes sociaux étaient beaucoup plus marqués qu'en France. Et vous savez, le paysan qui se découvre quand il parle avec mon beau-père, qui était il avait des domaines, il était assez riche. Vous savez, une paysanne qui vient me faire au petit seigneur, je ne sais pas, j'avais 12 ans, un baise-main. Vous savez, c'était des choses qui me révoltaient. Et puis la gouvernante, qui était plus grande que moi, ben, j'étais assez petit, et qui me dit « Don't », j'ai arraché cette main, alors elle dit « Don't, this is the established order here ». Et je commençais à lire mon Rousseau, alors j'avais déjà dans ma tête « established order » et justice sociale. Alors vous savez, c'était tout à fait normal qu'entre ces deux trucs, j'étais très heureux quand le parti polonais clandestin, j'avais 16 ans,
m'a invité à travailler avec lui. J'étais tout à fait fier, je savais que j'étais convaincu que c'était la seule chose à faire. Alors c'est comme ça que je suis devenu le petit agent secret du Comintern. Je portais des messages dont la teneur m'était toujours inconnue, mais j'étais convaincu que c'était pour le bien de la Révolution. Je vous réponds non. Vous êtes en plein dans l'utopie, là, mais vous ne regrettez pas ce que vous avez fait à cette époque-là? Non, je ne le regrette pas, parce que tout le monde normal, si vous étiez là, ben vous feriez pareil. Il y a encore des gens qui y croient, cette utopie? Je crois qu'ils sont très peu. Vous savez, avec ça, je crois que quand on a le privilège de vivre dans le super chouchoutage de la démocratie, vous savez, dans les pays développés, alors on peut se permettre de ne pas voir la vérité. Vous savez, dans la psychologie, je crois, on connaît un terme, le déni. Vous savez, les psychopathes, j'allais dire, les psychanalystes, pardon, excusez-moi, ils connaissent ce terme, le déni. Vous savez, on voit quelque chose, ben, comme je vois le monsieur là-bas, et je prétends ne pas le voir, parce que c'est contre mes convictions. Je crois que, vous savez, comparé à ceux qui sont nostalgiques du marxisme-léninisme, dans sa forme telle que nous connaissons, ils ont... Ben, c'est moi qui ai l'avantage sur eux, parce que moi j'étais au goulag, eux non. Et vous savez, on ne peut pas passer très longtemps au goulag. Et c'est cette expérience que vous essayez de nous retransmettre dans ce livre, Voilà. par cette multitude de tableaux, mais on sent toujours chez vous d'abord un sens de la description, une humanité, une sensibilité, et presque un sens de l'humour parfois. Prenons par exemple l'exemple de cet oiseau qui, quand vous êtes en prison, vient se percher. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment? C'est très travaillé, vous savez, pour faire des récits assez brefs. Ça, je travaillais beaucoup. Il faut le lire, mais bon, je ne sais pas si on a le temps de le lire, je le lis quand même. Un beau jour, en plein hiver, le soleil de Sibérie se met à briller, ça lui arrive. Encouragé par ses rayons pleins de promesses, un moineau sort de sa cachette et tout joyeux se met à voltiger dans le beau ciel bleu. Mais soleil ou pas soleil, les 50 degrés au-dessous de zéro finissent quand même par glacer les petites ailes de l'imprudent. Le voilà qui tombe comme une pierre et s'enfonce dans la neige, c'est la mort. Mais par un heureux concours de circonstances, une vache passe par là, elle lâche un paquet de bouse juste sur le moineau. Cette chaleur salutaire revigore aussitôt le petit oiseau. Tout heureux, il sort sa tête de la bouse et, ivre de bonheur, se met à gazouiller. Un chat l'entend, il s'approche, le tire délicatement de la bouse, le nettoie soigneusement et le croque. Oui. Moralité, conclut Ahmed, le monsieur qui vous l'a raconté, celui qui te chie sur la tête ne te veut pas forcément du mal. Celui qui te tire de la merde ne te veut pas forcément du bien. Et dans tous les cas de figure, quand on est dans la merde, il n'y a vraiment pas de quoi gazouiller. Alors là, on a aussi un exemple de votre style d'écriture. Oui, alors, vous savez, c'est une histoire d'ailleurs qui existe dans plusieurs cultures. Mais moi, j'ai entendu ça justement en Arctique. Mais c'est comme ça, vous savez. Je pensais à une autre histoire d'oiseau qui vient se dans poser une prison. dans ces prisons où on ne doit pas voir ce qu'il se passe à l'extérieur. On voit qu'un petit morceau de ciel, un oiseau se perche sur la muselière, sur l'écran qui ne nous permet pas de voir le jour. N'est-ce pas, tout simplement au-dessus de cette muselière, cet écran, on peut voir juste une bande de ciel très très étroite. Et sur cette muselière, il vient nettoyer ses plumes, et puis il lève la queue, fait caca, il s'envole. Vous savez, faire caca sur le KGB, c'est une prison de KGB. Alors ça m'a remonté le moral pour je ne sais pas combien de temps. Alors, comme vous avez dessiné, pendant que vous allez continuer à parler, on va passer quelques dessins que vous avez reproduits dans le livre. Vous en avez fait plusieurs, donc que vous avez pu écrire, dessiner. Est-ce que ces dessins, vous les avez faits pendant que vous étiez au Goulag ou après? Alors, il y a certains dessins que j'ai faits, surtout des portraits. Ici, je ne sais pas il y a certains dessins que j'ai faits au Goulag et que j'ai donnés à mes camarades qui les ont envoyés. Et je ne sais pas pourquoi la censure a permis de les envoyer chez leurs parents pour leur dire, voilà, je suis là. Et
vous savez, des années, des dizaines d'années plus tard, ils ont trouvé, parce que mon manuel du Goulag a été publié à Moscou aussi en 91, et quand ils ont vu ça, ils ont écrit à l'éditeur, ils m'ont trouvé, et j'ai reçu plusieurs de mes anciens dessins, et c'est comme ça que j'ai récupéré des dessins du Goulag. Parce qu'en sortant du Goulag, c'est vraiment très très difficile de sortir autre chose que ces couilles, excusez-moi. Et dans ces dessins, vous avez un souci de la précision. On voit par exemple un dortoir où vous montrez de façon précise le nombre de centimètres, 60 centimètres pour le lit, 50 centimètres. Voilà, c'est le dessin qui est pour l'instant présenté à l'écran. C'est un souci de témoignage très impressionnant. Écoutez, parce que mon souci, le manuel du Goulag, je viens de vous le lire, je crois, je le fais pour avertir les gens. N'allez pas, ne suivez pas cette voie du marxisme-léninisme, parce que ça ne peut pas aboutir autrement qu'au Goulag. Et bien, le manuel du Goulag, les 3000 entrées, ben, ça doit servir d'avertissement. Donc, j'avais le souci de faire aussi précis, sans rien exagérer. Je vous montre, donc on voyait ce dortoir, à un autre moment d'ailleurs, vous faites un dessin du cachot et vous avez des récits sur le cachot qui sont extrêmement impressionnants, et puis des scènes de travail. Ce que vous ne pouvez pas retransmettre, c'est le froid glacial dans lequel toutes ces activités rentre dans les os. Et le travail forcé. Le travail forcé qui dure, vous savez, qui ne finit pas. Et en général, quand il y a un chef de chantier qui est agréable, qui veut vous bien, il vous laisse travailler plus longtemps jusqu'à ce que vous ayez atteint la norme. Parce que vous savez, selon la norme, vous êtes nourri, on est très mal nourri, mais si vous faites un effort supplémentaire, vous ne recevez pas le 600 grammes, pas le 700 grammes. Le pain russe est très lourd parce qu'il est humide, enfin le pain que nous avions là-bas. Et vous savez, vous pouvez gagner encore jusqu'à 1 kilo, 1,2 kg. Et vous savez, quand on crève de faim, on veut que ça... À propos, justement, il y a le proverbe goulagien qui dit que ce n'est pas la petite ration de pain qui tue, mais c'est la grande. Et vous comprenez pourquoi. Parce que, vous savez, le supplément, il est calculé de la façon que ça ne couvre pas l'effort supplémentaire. Alors, généralement, les gens naïfs qui voulaient avoir la plus grande ration de pain mouraient plus facilement d'épuisement. Mais comment fait-on pour survivre à presque 20 années de goulag? Écoutez, qu'est-ce qui vous a tenu? Écoutez, c'est une chose que vous me demandez, vous n'êtes pas le premier. Même moi, je commence à me poser la question, je ne sais pas vraiment. Je crois que tout simplement, vous savez, au départ, n'oubliez pas, j'étais le communiste fervent. Quand j'étais au Goulag, j'ai compris que j'avais l'occasion enfin de comprendre l'Union soviétique. Je connaissais un peu l'Union soviétique par la propagande, que je gobais avec enthousiasme, quand j'étais encore avant le Goulag. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais une occasion extraordinaire. Vous savez, Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle parlait contre, comment il s'appelle, Kravchenko, le procès de Kravchenko, vous vous en souvenez? Ben, elle disait que c'était le meilleur système, le Goulag soviétique, c'était le meilleur système pénitentiaire. Elle n'a pas été dedans, elle n'est pas jamais été dedans. Moi, j'avais l'avantage de savoir la vérité. Alors, vous savez, ce qui me passionnait, c'est toujours connaître aussi bien la vérité sur l'Union soviétique. Et voilà pourquoi je crois que cette curiosité et entêtement, tout simplement, vous savez, à un certain moment, quand je me suis rendu compte que cet idéal, cette belle utopie, hein, que c'était vraiment de la merde sanguinolente, alors là, je me suis dit, ben, moi, vous n'aurez pas. Parce qu'ils voulaient m'écraser, faire de la merde de moi. Jacques Rossi, je crois qu'il faut lire votre livre. Claude Pentier aura autre chose à rajouter. Il y a toute la poésie, il y a l'étude scientifique de ce qu'on a, et puis il y a ce témoignage extraordinaire qui va servir à tout le monde. Bon, un livre indispensable. Indispensable. Alors, je signale que la prochaine émission aura pour thème Histoire et Polar. Nous recevrons Gérard Streff pour un polar qui s'appelle Le KGB.
Et je signale aussi que le dernier numéro de Campagne solidaire de nos amis de la Confédération paysanne rend compte du premier forum social mondial de Porto Alegre qui s'est tenu avec le succès que l'on connaît. Et il faut savoir aussi qu'à Montpellier, la lutte antisyndicale de la justice est entamée. Donc soutenez la Confédération paysanne. À bientôt, au revoir, ciao ciao les internautes.